merci, cher ami. Merci à tous les organisateurs et mes maîtres, mes collègues qui sont présents. Cet exposé entre dans le cadre de la demande de nos amis, les pédiatres de libre pratique, puisqu'ils ont senti justement le besoin de ce suivi, de ce réseau, de cette collaboration entre public et privé. Et donc, ils savent que nous, on est en train de faire quelque chose dans le centre hospitalier, mais pourquoi pas inclure les enfants du privé, comment faire, comment agir, quand est-ce qu'on va adresser les enfants, à qui adresser les enfants, comment les suivre, etc. Donc c'est pour cela que je vais faire ce petit exposé. Donc ça a été intitulé le CAMPS, donc réflexion sur des centres d'aide médico-sociale précoce. Je vais donc parler un peu de ces CAMPS en France et ailleurs, mais surtout, et puis je vais exposer notre expérience ASFAX. Alors, comme ça a été dit par Dr Saliba, le suivi à long terme des nouveau-nés vulnérables, c'est une tâche difficile qui nécessite des médecins compétents, bien sûr, et des moyens logistiques. Et bien sûr, le bénéfice à long terme a été certainement bien démontré. Et la demande des professionnels et des familles ne cesse d'augmenter pour ce qui souligne la nécessité de faire justement ces camps ou des réseaux de suivi, comme ça a été dit. Alors, c'est quoi les camps? C'est les centres d'aide médico-sociale précoce. Donc en France, ça existe depuis les années 70 et ça a été avec des lois qui ont été révisées à plusieurs reprises. Et bien sûr, c'est bien réglementé, c'est bien codifié. C'est une structure, c'est un réseau qui entre dans la catégorie des établissements et des services sociaux ou médico-sociaux et qui a pour but la prise en charge des enfants présentant une déficience ou une incapacité avant leur scolarisation. Donc les camps en France, c'est entre 0 et 6 ans. Alors, les objectifs de ces réseaux, c'est le dépistage, c'est des soins en ambulatoire, de rééducation des enfants qui sont de moins de 6 ans, comme on l'a dit. Et bien sûr, dans l'objectif final, c'est une adaptation sociale et éducative dans le milieu naturel de l'enfant. Donc, le but final, c'est justement cette intégration de ces enfants qui ont des incapacités dans la vie sociale pour ne pas les laisser marginalisés ou à eux seuls. Alors, c'est des équipes multidisciplinaires, c'est des professionnels médicaux, paramédicaux, d'éducation spécialisée, donc comme c'est noté, des médecins généralistes de première ligne, des pédiatres, psychiatres, pédopsychiatres, ergothérapeutes, infirmiers, etc. Et il donne des soins pour les enfants vulnérables qui sont définis en 2 groupes par les CAMPS en France. Donc c'est les enfants, il y a des enfants à haut risque, c'est un suivi systématique par les CAMPS. Donc ça englobe tous les grands prématurés, des pathologies néonatales évidentes qui ont menacé la vie. Et comme vous voyez ici, par exemple, pour les cardiopathies congénitales sévères, les malformations crânio-faciales, donc tout nouveau-né qui a une pathologie qui peut entraver son développement ultérieur sont des enfants vulnérables à haut risque de troubles neurodéveloppementaux et donc ils sont référés, ils seront suivis dans les camps. Le deuxième groupe concerne les enfants qui ont une pathologie donc à risque modéré, qui n'ont pas une pathologie, si vous voulez, sévère. C'est des prématurés tardifs entre 34 et 36 semaines, qui avaient certains retards de croissance intra-utérin et on sait qu'ils sont vulnérables aussi de par leur développement in utero qui était déficient, les macrosomes, certains jumeaux et bien sûr certaines addictions prénatales pour les femmes alcooliques, les femmes tabagiques, les addictions maternelles peuvent entrer aussi dans ce cadre des enfants qui sont vulnérables, qui doivent être suivis, pas systématiquement mais à risque modéré, donc ils seront référés peut-être secondairement vers les camps. Alors, et en Tunisie, donc j'ai fait juste un petit mot sur la France et en Tunisie, en fait, dans la loi, il y a la loi de 2005 qui est relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. Donc on parle très bien des enfants handicapés, de leurs droits de vie, de leurs droits dans les appartements, dans les départements sociaux, tous les droits. En 1990, comme ça a été dit par notre professeur Rqiq, c'est le programme national de périnatalité qui a visé la diminution de la mortalité et la maternité périnatale. En 98, il y a eu une révision de ce programme pour l'amélioration de la qualité des soins périnatales, pour l'orientation vers un système de parrainage entre les différents niveaux. Et là, on a insisté sur le niveau 1, 2 et 3 de périnatalité. Et puis, on ne trouve rien en Tunisie
pour le suivi des enfants à risque après la période périnatale. Donc vous voyez, nous avons la période périnatale et puis les handicapés, et entre les deux, si vous voulez, on n'a pas ce suivi. Où est-ce qu'ils vont, comment ils sont suivis? On n'a pas de loi en Tunisie. Alors c'est pour cela qu'on a fait cette réflexion à Sfax. En fait, on a créé un centre de prise en charge précoce pour paralysie cérébrale. Alors peut-être j'ai omis de dire qu'en France, il y a des camps qui sont spécialisés. Par exemple, des camps spécialisés pour la paralysie cérébrale, d'autres pour les enfants autistes, d'autres pour les enfants qui ont des surdités. Mais il y a des camps aussi qui sont multidisciplinaires et polyvalents. Là, à Sfax, on a commencé avec l'association de sauvegarde des handicapés moteurs, dont le directeur ici présent, Si Mohamed Belleswed, donc nous a bien aidé à créer ce centre. C'était donc un projet. Alors, pourquoi justement on a choisi cette prise en charge précoce? Parce que, comme ça a été dit par Dr Saliba, tout se passe durant les 2 premières années. Et si on n'intervient pas, il y aura des schémas moteurs anormaux qui peuvent être irréversibles. Donc, plus on intervient tôt, plus on aura une diminution de ces troubles moteurs et surtout des troubles neurodéveloppementaux. Et c'est ce que je vais exposer tout à l'heure. Alors, ce projet a débuté en 2006, à part la structure porteuse, comme je l'ai dit, c'est l'association de sauvegarde des handicapés moteurs de Sfax. Le coordinateur et le responsable scientifique, le premier, c'était notre maître aussi, madame professeure Shahnez Triki, chef de service de neuropédiatrie au CHU Edi Shekel de Sfax. Donc c'était son idée, oui, elle a été la première qui faisait, enfin parmi les premiers médecins qui faisaient les consultations dans l'association, et elle a remarqué que les enfants ne sont pas bien pris en charge, sont pris en charge tardivement, entre 6 mois et 3 ans, on n'a pas de suivi de ces enfants, comment les prendre en charge? Et bien sûr, toutes les associations pour handicapés en Tunisie ne prennent en charge les enfants qu'à partir de l'âge de 3 ans et plus. Donc, avant 3 ans, durant cette période sensible et vulnérable, on n'a pas de prise en charge. Et donc, Dr Triki a pensé à faire cette création du centre. Et donc, c'est le comité de pilotage qui a commencé avec professeur Triki, c'était l'équipe de neuropédiatrie, toute son équipe bien sûr, l'équipe de néonatologie, présidée par mes maîtres, professeur Qiq Ahmed et professeur Gargouri Abdeltif, l'équipe de médecine physique et l'équipe de pédopsychiatrie. Bien sûr, il y a plusieurs intervenants, l'orthopédie aussi qui a commencé avec nous. Alors, les objectifs du projet, comme c'est pour les camps, c'est favoriser l'insertion du jeune enfant IMC ou paralysie cérébrale dans le milieu familial, scolaire et social, avec des objectifs spécifiques, dont essentiellement le dépistage, la prise en charge précoce, l'accompagnement des parents, justement, je vais en parler, et l'aide à l'insertion des enfants dans le milieu scolaire. Alors, ceux que nous avons inclus sont essentiellement tous les nouveau-nés grands prématurés inférieurs à 33 semaines, c'est-à-dire à partir de 32 semaines, des faibles poids de naissance inférieurs à 1500 grammes, donc ils étaient systématiquement inclus dans notre projet. Tous les nouveau-nés qui étaient proches du terme, mais qui avaient des anomalies à l'examen clinique d'âge post-conceptionnel entre 38 et 40 semaines, ou qui avaient des anomalies aux explorations radiologiques, tous les nouveau-nés à terme qui ont subi une souffrance, une asphyxie périnatale, qui avaient des troubles à l'examen neurologique et ou des anomalies aux explorations radiologiques, et bien sûr tous les nouveau-nés qui avaient des anomalies à l'examen neurologique. Alors je ne vais pas détailler qu'est-ce que c'est les anomalies d'examen neurologique, je l'ai mis dans le petit bouquin que vous avez entre les mains pour les messages qu'il faut retenir, parce que je pense que c'est important, et là je félicite les organisateurs pour leur idée de laisser ce petit livret avec les take-home messages qu'il faut garder. Alors, pour le repérage, donc vous allez me dire, est-ce que tous ces nouveau-nés vont être pris en charge ou vont être qu'est-ce qu'on va faire? On a pensé à faire des consultations, c'était dans les locaux de la consultation de la néonatologie de Sfax. Au début, tous ces nouveau-nés à risque que j'ai exposés tout à l'heure, ils passaient par les consultations des seniors. Moi-même, professeur Dr Hatem Ben Ammar qui était avec nous, Dr Lilia Triqi qui était avec nous, et puis tous ces nouveau-nés seront adressés systématiquement à la consultation par un neuropédiatre. Donc nos amis neuropédiatres vont faire la première consultation dans les locaux de la néonatologie. Et ça c'est important, je pense, parce que c'était une grande collaboration entre les deux équipes, parce que si à la première consultation je donne une lettre
une lettre de liaison et j'envoie cet enfant vers une autre consultation, il peut être perdu de vue. C'est pas garanti qu'il va reconsulter. Par contre, lorsqu'il va revenir dans les mêmes lieux, c'est un point très important pour garantir un bon suivi et du moins un retour pour cette consultation. Et là, j'insiste parce que la néonatologie est restée le point coordinateur pour cette prise en charge. Donc, ils viennent la première consultation en neuropédiatrie et puis, bien sûr, ils seront adressés en neuropédiatrie à l'association pour faire la prise en charge ou ailleurs, bien sûr, s'ils ne peuvent pas être intégrés dans l'association. Alors, dans l'association, une fois on a repéré des enfants qui nécessitaient une prise en charge, on va les adresser dans l'association. Et là, leur prise en charge va passer par plusieurs étapes. On prépare un dossier médical où il y a des données cliniques, sociales et éducatives, en collaboration avec l'assistance sociale de l'association, avec le personnel paramédical que je félicite ici, aussi par leur grande volonté. Ils ont bien travaillé avec nous dans ce centre. Ils ont fait beaucoup de formations pour justement faire une bonne prise en charge de ces enfants. Et puis, la prise en charge spécialisée multidisciplinaire avec rééducation motrice, éducation spécialisée, ergothérapie, orthophonie, psychologie et orthopédie. Et là, nous, les médecins, on faisait des consultations systématiques pour voir ces enfants, leur évolution et bien sûr, et on demandait parfois l'avis d'un psychologue, ils peuvent le revoir une deuxième fois et l'orthophoniste aussi va intervenir là où il va intervenir et chacun avait son rôle bien déterminé au cours de cette prise en charge du développement. Chaque enfant avait un projet personnalisé, bien sûr, qui sera révisé avec des réunions de synthèse. Et effectivement, au cours de l'évolution, on faisait des réunions de synthèse. Les médecins, les paramédicaux, tout soignant qui intervient dans la prise en charge d'un enfant sera dans la réunion et on va voir tous ensemble cet enfant pour voir comment il évolue et pour dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on va faire une réorientation. Alors, ces enfants seront pris pendant les 3 premières années et puis à 3 ans, on prend la décision, soit qu'il va être donc on va l'orienter, soit qu'il a un QI normal avec un examen presque normal. Dans ce cas-là, on va lui autoriser de fréquenter des jardins d'enfants, d'accueil des enfants, parfois d'intégration ou d'accueil normal. Et bien sûr, avec un suivi qu'on demande aux parents au moins une fois par année. Si le tableau d'IMC ou de paralysie cérébrale était modéré avec un QI supérieur à 60, dans ce cas, ils seront intégrés dans le centre IMC de l'association elle-même pour les préparer justement à une scolarité normale. Et si le tableau d'IMC est sévère avec surtout un retard mental qui est prédominant, dans ce cas-là, ces enfants seront réorientés vers d'autres associations plus spécifiques telles que El Mourou, Avicenne, l'UTEM, etc. Et pour les cas douteux ou litigieux, on a demandé parfois de faire d'autres tests, de faire une réévaluation pour savoir comment les orienter. Alors, donc, juste un petit schéma rapide. Donc, on faisait un examen systématique à l'âge de 1 mois des nouveau-nés, soit qu'il est normal, anormal d'emblée, si précocement anormal, c'est le cas des enfants qui ont subi une asphyxie périnatale. Dans ce cas-là, la consultation de neuropédiatrie peut être programmée plus précocement vers l'âge de 1-2 mois, et donc, il sera pris en charge en intervention précoce dans l'association. Soit que l'examen initial à 1 mois peut être douteux ou normal, et bien sûr, cet examen initial, il est fait par le médecin référent de néonat. Dans ce cas-là, on va refaire l'examen à l'âge de 3 mois par nos amis les neuropédiatres, et dans ce cas-là, on peut trouver soit que l'examen, il est devenu normal pour ceux qui étaient douteux, il reste normal pour ceux qui étaient normaux, et dans ce cas-là, dans tous les cas, on va faire la surveillance, soit que cet examen est anormal, franchement anormal, dans ce cas-là, on va proposer l'intervention précoce, et dans tous les cas, une surveillance méthodique et régulière à l'âge de 3 mois, 6, 9, 12, 15 mois, jusqu'à l'âge de 4 ans. Malheureusement, on n'a pas encore un suivi jusqu'à l'âge scolaire et on va voir pourquoi. Alors, si vous voulez, en 2013, on a fait une petite pause. On a revu tous les enfants qu'on a vus, en 2015. On a intégré 115 enfants qui étaient inclus dans le centre de prise en charge précoce dans l'association, ce qui fait environ 10 enfants par an. Donc, c'est un nombre un peu limité. 12 parmi ces enfants, ces 115 enfants ont arrêté volontairement pour des causes X, soit que les parents n'ont pas eu matériellement, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas ramener leur enfant, soit que la mère, elle travaille, donc elle n'a pas trouvé quelqu'un pour ramener son enfant. Il y avait 2 décès probablement par des pathologies familiales. 77 parmi nos enfants, ceux qui présentent 64%, avaient des anomalies motrices transitoires, c'est-à-dire que leur examen moteur était presque normal à l'âge
de 2 ans. Et donc, on leur a arrêté la rééducation, la prise en charge dans le centre, et avec le suivi ultérieur, il y a une dizaine d'enfants qui actuellement sont revenus pour mentionner qu'ils avaient des échecs scolaires, justement, c'est les troubles neurodéveloppementaux qui apparaissent ultérieurement, hyperactivité chez certains, instabilité, redoublement, des troubles de concentration, des troubles de la mémorisation. Ce sont ces enfants qui sont suivis actuellement en neuropédiatrie et en pédopsychiatrie, bien sûr, en dehors du centre, mais ils sont suivis. Donc, dans chaque service, il y a un dossier, et à travers les parents, on a ce retour d'information. On n'a pas un dossier uniformisé et qui nous donne l'information. 10 de ces enfants avaient un retard psychomoteur profond, donc ils étaient orientés vers d'autres associations. D'autres, donc 8% ont été gardés dans le centre IMC, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis ils étaient orientés vers des écoles d'intégration. Et apparemment, ça marche plus ou moins bien pour ces enfants. Et 4 sont en cours de prise en charge. Alors, le programme d'intervention précoce dans le centre, il est débuté à l'âge de 3-4 mois, comme vous voyez. Donc, nous, on le voit à l'âge de 3 mois, d'âge corrigé, surtout pour les prématurés. Puis, on l'adresse le temps qu'on fasse le dossier médico-social. Et la prise en charge commence, le plus souvent, il commence la prise en charge immédiatement dès qu'on l'adresse, même avant la préparation complète du dossier médico-social. Pour les nouveau-nés à terme, un peu peut-être plus précocement, lorsque les pathologies, les anomalies sont immédiates, sont évidentes. Et là, donc, vous voyez qu'il y a 2 groupes. Certains enfants ont été intégrés, qu'on va appeler G1, dans le centre, et d'autres ont été suivis à l'extérieur du centre, c'est-à-dire par des kinésithérapeutes de ville, des kinésithérapeutes dans leur ville, c'est-à-dire en dehors du gouvernorat de Sfax. Et le plus souvent, c'était une physiothérapie ou une kinésithérapie qui était irrégulière, avec un suivi irrégulier. Donc, parmi les travaux qu'on a fait, on a fait une comparaison entre ces 2 groupes, justement pour voir l'impact de cette prise en charge précoce dans l'association. Est-ce qu'elle donne un petit impact? Oui, on a remarqué que justement la marche a été acquise plus précocement dans le groupe 1 par rapport au groupe 2, mais la différence n'était pas significative. Tout à l'heure, Dr Saliba aussi a dit que il y avait pas de pathologie motrice, mais il n'y a pas un grand effet sur la paralysie cérébrale. Le nombre d'enfants marchant dans le groupe 1 était supérieur à celui du groupe 2. Par contre, la différence était franchement significative pour 2 choses. Justement, les troubles du comportement et l'hyperactivité étaient remarqués dans le groupe 1, 10 et 6%, versus 34%, donc 3 fois plus dans le groupe 2. Donc, vous voyez que cette prise en charge globale, si vous voulez, avait un impact sur les troubles de comportement. Même chose pour le langage, qui était meilleur et avec une différence statistiquement significative dans le groupe qui a été pris en charge dans le centre précoce. Donc, si vous voulez, c'était un travail qui était un peu limité, mais qui a démontré de façon préliminaire l'impact de cette prise en charge précoce dans le centre de l'association. Alors, maintenant, les critiques, si vous voulez. Ce centre, est-ce qu'il répond à nos besoins? C'est un projet unique. Il est basé sur des médecins bénévoles. Et là, donc, je félicite tous les médecins qui ont constitué, qui ont abouti et qui aboutissent encore à la réussite de ce projet. Le personnel paramédical aussi, je le félicite aussi, mais il devient surchargé parce que on leur a ajouté à côté de leur travail dans l'association un travail pour les prises en charge pour les enfants à prise en charge précoce. Inclut uniquement les enfants qui venaient du service de néonat. Et là, on se trouvait parfois dans l'embarras lorsque Madame Tiliki voulait adresser un autre bébé, lorsque Dr Benamar voulait adresser un bébé. Donc, est-ce qu'on l'inclut ou non? C'était si vous voulez, un projet qui était purement hospitalier. Un nombre limité d'enfants pris en charge au centre, puisque bien sûr, comme on l'a dit, on est limité dans les locaux, dans le personnel paramédical, et les autres enfants qui étaient pris en charge en dehors du centre, ils n'avaient pas une prise en charge qui était bien régulière, donc fractionnée, c'est-à-dire que c'est pas une prise en charge globale de cet enfant, l'ergothérapeute à lui seul, et puis le psychothérapeute ou le psychologue, s'il a été vu par un psychologue à lui seul, le médecin physique, etc. Donc, c'était pas une prise en charge globale du bébé, de l'enfant, avec des suivis qui sont pas codifiés. Les perdus de vue, malheureusement, sont très importants. Pourquoi?
c'est des parents qui deviennent essoufflés, qui ne peuvent plus suivre, qui se fatiguent, qui ne sont pas peut-être convaincus parfois par la prise en charge parce qu'ils ne trouvent pas une grande évolution de leur enfant. Et voilà, parce que le suivi au long cours n'est pas systématique, n'est pas systématisé et n'est pas facilité pour ces parents. Quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, et on a commencé à le faire avec l'association, avec Si Mohamed Belaswad, avec Dr Rqiq, Si Ahmed Rqiq. Actuellement, on est en train de créer un nouveau centre, bien individualisé. J'espère qu'il va avoir le jour prochainement. Donc c'est un local à part, à côté. C'est vrai qu'il est annexé à l'association de sauvegarde, mais il est à part. Il va prendre en charge justement ces enfants précocement. C'est une structure indépendante. Ce qu'on prévoit, c'est qu'elle soit indépendante sur le plan administratif, personnel. Les salles de rééducation, d'ailleurs, c'est un beau centre où il y a de grandes salles de rééducation, un bureau pour la psychologue, pour l'orthophoniste, une grande salle d'attente pour les parents, une kitchenette, des toilettes, les salles, les bureaux de médecins pour les consultations. Donc c'est un beau centre qui est actuellement bien individualisé. On propage de faire des consultations organisées sur rendez-vous, bien sûr, et dans ce cas-là, on va ouvrir les rendez-vous pour nos amis les pédiatres et d'autres médecins qui pourraient voir ces enfants à risque et donc ils peuvent l'envoyer. Inclure tous les enfants à risque de la région, pourquoi pas, de la région de Sfax, du moins, qui sont justement vus pas ailleurs, avec une capacité d'accueil qu'on va augmenter au fur et à mesure du travail de ce centre. Un plan de prise en charge bien personnalisé, avec une vision globale. Les médecins du centre, ils vont rester le comité du pilotage, bien sûr, avec au moins une secrétaire, parce que l'organisation du travail, c'est pas évident de le faire, nous, les médecins. Ce qu'on est en train actuellement de faire, c'est les médecins avec une paramédicale ou deux paramédicaux qui font les consultations et les rendez-vous. Donc, il faut qu'il y ait une secrétaire dédiée pour ça, pour que ça soit bien codifié. Le médecin coordinateur doit être référent entre tous les intervenants. Et je dis que, comme dans les camps en France et ailleurs, le médecin référent, c'est lui qui va faire cette coordination. Et bien sûr, avec l'aide de formation des médecins référents. C'est ce qu'on a tout à l'heure discuté. Il faut faire des formations. Alors, pour ouvrir la parenthèse de cette formation, on a commencé à la faculté de médecine de faire le CEC cerveau en développement pour justement sensibiliser nos amis les pédiatres, les neurologues. Et actuellement, on a fait un autre CEC pédiatrie en maternité. C'est justement ciblé pour les médecins de famille. Vous savez qu'actuellement, la médecine de famille, la première promotion va terminer cette année. Et donc, c'est une nouvelle promotion de médecine de famille. La médecine de famille, donc pour eux, on a créé ce CEC de pédiatrie aux maternités. Pourquoi? C'est pour justement référer ces enfants à risque. Ce sont ces enfants qui vont être vus à la visite du 7e jour, à la visite du 40e jour et qui ne doivent pas être laissés dans la nature. Et puis, les parents vont consulter à leur propre sœur après un an pour dire qu'il n'a pas marché ou il ne s'est pas assis, etc., il ne s'est pas mis assis, etc. Donc, former ces médecins généralistes de première ligne. Et bien sûr, le CEC de pédiatrie et maternité, il peut aussi concerner les pédiatres de première ligne. Et là, actuellement, on a assez d'inscriptions pour ce CEC. Autre chose pour la formation, on n'a pas raté une occasion, soit dans les journées médico-chirurgicales de Sfax, soit dans les staffs mensuels, soit dans les services les staffs de collège pour parler justement de ce dépistage, de ce repérage de ces enfants à risque, de ces troubles neurodéveloppementaux chez ces enfants prématurés qui, même avec des explorations normales initiales, même avec un examen initial entre parenthèses qui serait acceptable pour leur âge gestationnel, ils pourraient cacher des troubles développementaux ultérieurs. Donc il faut pas les lâcher dans la nature, il faut les suivre jusqu'à l'âge scolaire et même après la scolarisation. Actuellement, ce qu'on vit, c'est des parents qui reviennent volontairement pour dire que mon enfant n'a pas réussi, mon enfant, et ça fait plaisir de les revoir parce que ils ont acquis une certaine confiance avec eux et donc ils reviennent pour nous dire qu'est-ce que je fais, il a un problème, où est-ce que je dois consulter, comment faire, il y a des problèmes d'hyperactivité, etc., etc. L'élaboration d'un référentiel commun
pour savoir comment évaluer, organisation de formation pour les médecins, implication des parents, et là aussi j'ouvre une autre parenthèse, dans le service de neuropédiatrie, et après avoir fait ce projet, on a remarqué qu'il y a des parents qui étaient demandeurs de cette prise en charge et d'être formés. Et justement, à l'initiative aussi du service de neuropédiatrie, il y avait un groupe de parents, composé par 12 parents, je pense, qui ont été formés pendant un certain moment pour la prise en charge de leur enfant. Et justement, ces parents-là, actuellement, ils ont créé une association de paralysie cérébrale pour la prise en charge des enfants et des parents de paralysie cérébrale. Elle vient de naître, ça fait presque 8 mois qu'elle est née, cette association. Et son objectif essentiel, c'est la prise en charge et la formation des parents. Pour eux, l'expérience qu'ils ont vécue dans le service de neuropédiatrie et avec leurs enfants, ils veulent la transmettre à d'autres parents qui subissent, qui ont des difficultés de prise en charge de leurs enfants. Donc vous voyez que il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites, mais c'est un peu ponctuel, c'est disparate. Et bien sûr, mettre un cadre officiel, et je retourne à monsieur le directeur général régional. Oui, il faut beaucoup de volonté de notre part, oui, je pense. Mais le cadre officiel, l'encouragement des institutions est important parce que il nous faut du matériel, il nous faut beaucoup d'organisation et pour aboutir à notre fin. Alors, un autre point aussi qu'on est en train de faire, et ça a été fait, c'est le dossier informatisé pour chaque enfant avec un droit d'accès à certaines informations contenues dans le dossier en respectant la procédure légale. Le dossier informatisé est déjà fait. Il est en état de test, si vous voulez. Nos amis les informaticiens ne sont pas là, malheureusement, pour un empêchement dans leur profession. Mais il est fait à l'initiative de l'association de sauvegarde. Justement, pourquoi? Pour que ça soit uniformisé, pour que tous les intervenants puissent mettre leurs remarques, leurs suivis, etc. Et que moi, comme pédiatre, je peux voir l'évaluation du neuropédiatre, du médecin physique, du psychologue, etc. Et puis, on pourra discuter dans les situations, dans les réunions de synthèse, pour proposer, changer, prolonger ou arrêter. Ou bien sûr, ça doit être individualisé pour chaque enfant, parce que il y a toujours des projets personnalisés pour chaque enfant. Avant toute transmission d'informations à des personnes extérieures, bien sûr, dans la loi, normalement, on doit prendre l'avis et l'accord des parents et l'accord du comité de pilotage. Voilà, donc on essaie de faire beaucoup de choses. Un réseau de prise en charge des enfants à risque est nécessaire, c'est les réseaux de soins. C'est un réseau de suivi pour éclaircir les étapes de prise en charge et après, on les prend en charge dans les camps. Et après, comment les suivre? Est-ce qu'on a des assistantes sociales qui peuvent suivre ces enfants à leur domicile? On ne l'a pas. Mais lorsque ça devient un cadre bien officiel, peut-être qu'elles seront payées pour ça et elles vont aller jusqu'au domicile pour suivre ces enfants et voir où est-ce qu'il y a des problèmes particuliers. Alors de ce fait, nous devons modifier notre vision spécifique de chaque métier. Malheureusement, nous, comme médecins praticiens, nous étions tous formés comme spécialistes. Moi, je suis pédiatre, elle est neuropédiatre, le médecin physique. Or, la prise en charge de ces enfants doit être globale. Nous devons sortir un peu de notre métier de spécification pour avoir cette vision globale. Je termine par ce petit mot. L'enfant est un dans toutes ses dimensions physiques, mentales, affectives, familiale et sociale. Il importe qu'elles soient toutes prises en compte dans le projet de soins et d'accompagnement offert à la famille. Travailler dans un réseau signifie porter un regard global sur cet enfant et bien sûr la nécessité des réseaux ou bien du CAMPS comme on l'a nommé au début pour l'égalité des chances pour tous les enfants à risque parce que là actuellement c'est pas équitable entre tous les enfants.